Pour conclure, je voudrais demander au monsieur Philippe Baudot, qui a suivi notre débat tout ce temps, de prendre la parole et résumer peut-être un peu ce qui a été dit lors de nos tables rondes. Ok, évidemment, bon, je vais me livrer à l'exercice de le faire en français. Tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que je suis extrêmement heureux de la qualité des interventions. J'ai bu les paroles de chacun des intervenants et j'étais vraiment particulièrement enthousiaste. J'étais enthousiaste par tout ce que j'ai entendu. Je ne suis pas journaliste, donc je ne me livrerai pas à l'exercice d'avoir un résumé exhaustif de tout ce qui a été dit. Je me contenterai, en toute modestie, de reprendre un certain nombre de sujets que j'ai retenus. Et évidemment, je ne serai pas exhaustif. Ce que j'ai retenu, c'est un réel engagement au niveau politique. Peter Altmaier, ministre de l'économie et de l'énergie allemande, vient de l'évoquer. Et il suit ça depuis le début. Je crois l'avoir même entendu parler de l'Airbus de l'intelligence artificielle. Il en est convaincu. Nous avons entendu Bruno Le Maire, qui lui aussi s'implique réellement. Nous avons la chance d'avoir un commissaire européen qui connaît bien la matière. Il est lui-même, il a fait carrière en tant que professionnel dans de nombreuses entreprises. Il sait ce que c'est que la digitalisation, il sait ce que c'est que l'intelligence artificielle, et il y est plus que jamais impliqué. Et quand on a entendu que 20% des budgets devaient tourner pour les investissements massifs européens devaient tourner autour de la digitalisation, c'est vraiment un élément considérable. Donc il y a une mobilisation des politiques français, allemands, européens sur l'enjeu de la digitalisation au sens large et plus particulièrement sur l'intelligence artificielle. Ce que j'ai entendu au début, on parlait beaucoup d'essayer de conserver, bien sûr, de faire attention aux risques de l'intelligence artificielle. Mais on a bien vu que la culture européenne était déjà très largement attachée, avait déjà pris des mesures évidemment extrêmement importantes pour sauvegarder l'identité, la liberté des gens. Et bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais le débat est très vite allé au-delà en voyant toutes les perspectives, les potentiels qui peuvent exister. Ce que j'ai aussi particulièrement suivi, qui était particulièrement intéressant, c'est de revenir un peu à la définition de l'intelligence artificielle et des enjeux. Bien sûr, je ne suis pas un spécialiste d'intelligence artificielle, mais on voit bien qu'il s'agit d'une technique de manipulation des données et que, en réalité, comme toujours, tout dépend de ce qu'on en fait. Bien sûr, on peut manipuler, bien sûr, on peut changer les comportements des gens et vraiment arriver même à manipuler leur opinion, manipuler leur façon d'acheter, etc., etc. Il faut surveiller ça de très près. Mais évidemment, c'est un outil qui est de la maîtrise de l'homme au sens large et tout dépend de ce qu'on veut en faire. Et ce qui est très intéressant aussi, ce qui a été mis en évidence, c'est cet aspect où nous faisons à la fois très attention à protéger nos données, particulièrement dans le domaine médical, etc., où on veut absolument cacher l'identité des gens, et nous ne faisons pas confiance à nos propres États, qui sont des États démocratiques, qui ont le droit, des règles, alors que nous faisons largement confiance à des réseaux sociaux internationaux, américains pour la plupart, mais pas seulement, ou des plateformes d'achat numériques, où nous laissons de manière en toute confiance l'ensemble de ces données. On voit bien que là, il y a un déséquilibre entre ce que nous refusons à faire et ce que nous laissons finalement très largement aux grands GAFAM et toutes ces, évidemment, data centers
qui ont un nombre de données incalculable à leur disposition. Donc là, il y a réellement un décalage. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que vous avez tous, d'une manière ou d'une autre, parlé, et ils ont tous parlé de l'écosystème. Et finalement, j'ai envie de reprendre comme plateforme de réflexion et de dynamique le terme d'écosystème qui est à la fois large, mais qui permet de rassembler beaucoup de choses, mais qui permet de créer une dynamique, une sensibilisation de tous. Il y a des aspects, évidemment, qui restent du domaine de la facilitation de faire du business en Europe. Et j'étais particulièrement attentif à ce que disait, par exemple, le fondateur de Blablacar, Frédéric Mazzella, en disant qu'il est extrêmement difficile de mettre au point un système d'intéressement commun à l'ensemble des collaborateurs en Europe. C'est ce que je vis moi-même aussi entre la France et l'Allemagne. Il est compliqué de donner des agas, de donner des stock options de manière équivalente entre la France et l'Allemagne. Il est difficile, il faudrait arriver absolument dans l'attraction et garder les talents, réfléchir là-dessus. Et donc ça, il faut en appeler les Européens et les ministres de l'économie et des finances à réfléchir à une homogénéisation au moins de l'incentive des équipes par le capital qui est absolument fondamental. Il faut évidemment investir dans les infrastructures et particulièrement dans les data centers qui sont la source même, le recueil des données. Il faut allier les commandes publiques et les commandes privées, faire des partenariats privés-publics. On l'a bien vu, les États-Unis privilégient les sociétés américaines. Les Chinois privilégient les sociétés chinoises dans les domaines des commandes publiques. Pourquoi ne pas donner un avantage et être parfaitement conscient qu'on est rentré dans une compétition mondiale et où il faut être, bien sûr, il faut être ouvert, mais aussi il faut être parfaitement conscient des enjeux. Il faut créer aussi un partenariat privé-public, non seulement dans les commandes publiques, mais aussi dans l'investissement. On voit bien qu'on a toujours des sujets d'investissement à court terme où on trouve relativement facilement de l'argent pour commencer les entreprises. On peut il y a des très grosses entreprises, mais entre les deux, le growth reste un enjeu absolument majeur et c'est vrai, évidemment, pour les sociétés qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle. Il faut créer des clusters, hein, à l'image de l'écosystème. En plus de l'écosystème général, de créer des clusters. Alors, est-ce que les clusters doivent être à Karlsruhe, à Saarbrücken, où il y a aussi des universités d'intelligence artificielle, ou à Berlin, ou enfin, en France, est-ce que ça va être un endroit ou un autre, je ne le citerai pas, parce que, évidemment, il y aura toujours une tendance de le faire autour de la région parisienne, et ce n'est pas forcément toujours la bonne solution. Ce qui était intéressant à propos de la régulation, on voyait bien que tout le monde disait il faut réguler, il faut réguler. Antoine Bordeaux a dit mais finalement, il faut peut-être créer des sandbox, qu'ils avaient appelé des sandbox, où on pourrait donner quelque part une liberté d'action à des petites entreprises pour qu'elles puissent se développer avec une plus grande liberté, au début au moins, sans un minimum de régulation, particulièrement dans les domaines de la santé et de la finance. Je crois que je suis personnellement très inspiré par le concept qu'a développé Bernard Charles sur l'usage par rapport aux produits et la façon dont il a et son entreprise a imaginé et imagine aujourd'hui la voiture de demain, la ville de demain, par l'usage. Et quand il parle de l'usage par rapport aux produits, pour réinventer les produits, on voit bien que les données sont un élément crucial, hein, que nous devons, arriver à les collectionner, à les rassembler, à les protéger, à les retraiter, parce qu'en fait, le gros sujet, la plupart du temps,
n'est pas tellement de mettre en œuvre des algorithmes, c'est surtout beaucoup plus de retraiter les données pour qu'elles soient homogènes et qu'on puisse enfin en tirer des conséquences. La comparaison avec le militaire sur la géographie et les ondes, sur la propriété des données était particulièrement intéressant. Le concept de création de filières, dans différents secteurs où l'intelligence artificielle doit être développée, plus qu'un grand concept d'intelligence artificielle dans tous les domaines, l'intelligence artificielle doit être évidemment développée par filière et au niveau de différents niveaux des entreprises comme des ventures. Enfin, cette richesse de formation de nos talents qui sont là et qui sont tout à fait du meilleur niveau mondial. On a beaucoup parlé de faire en sorte de garder les talents, de faire en sorte qu'ils restent en Europe, de créer un environnement attractif. Ça passe par évidemment des perspectives, ça passe par des valeurs qui sont évidemment de plus en plus importantes pour nos jeunes générations, et on s'en félicite. Et les valeurs européennes auxquelles nos jeunes sont de plus en plus attachés, et ce qui feront aussi un élément compétitif. Évidemment, des possibilités fiscales de rémunération jouent un rôle, mais un environnement, tout simplement, qui font qu'on pourra arriver à fidéliser nos talents que nous formons et faire en sorte qu'ils restent dans nos pays, en France, en Allemagne, en Europe. Créer cette dynamique de solidarité par filière européenne, qui a été évoquée, où nous nous rejoignons, et peut-être à la fois le public et le privé, sur un certain nombre de domaines, sur un certain nombre de filières, de faire des investissements sur la durée, ensemble, pour créer une dimension de compétitivité à l'échelle mondiale, même si nous devons, nous, entreprises en Europe, nous continuer à nous faire une concurrence, il faut être parfaitement conscient de faire en sorte que cette compétition, eh bien, elle se prépare au niveau mondial. Donc, il ne faut pas faire preuve, je dirais, d'innocence. Il faut préparer l'avenir. Et je conclurai. Je conclurai par mon point qui m'est cher. C'est toujours continuer. Je l'ai vu, on l'a vu tous ensemble, cette dynamique européenne est forte et elle existe au niveau de cette élite, et que nous avons la chance d'écouter ce soir. Mais l'Europe, elle se fait à tous les niveaux. Elle se fait au niveau du peuple dans sa globalité, et j'en appelle à aussi faire en sorte que l'intelligence artificielle européenne, elle passera par le développement d'une identité européenne. Et cette identité européenne, elle passe par ce que j'ai proposé comme idée, la création d'un service civil européen, où on offre la possibilité aux jeunes de gagner en expertise, gagner en expérience, gagner en diplôme, en passant au minimum une année dans un pays étranger, faire en sorte, à l'image de ce que se passe en Israël, de faire en sorte de créer une sélection de jeunes qui pourraient être aussi ensemble, en tant qu'Européens, formés vers des filières de technologie, de digitalisation, d'intelligence artificielle, pour créer aussi une dynamique ensemble européenne de jeunes qui pourront créer les sociétés de demain. Voilà, en quelques mots, j'ai trouvé que ce débat a été absolument passionnant, d'une très très grande qualité. C'était une aventure, monsieur le ministre-président Armin Laschet, c'était une vraie aventure. Nos équipes ont réussi à créer cette dynamique ensemble, et je tiens encore infiniment à remercier tous nos invités qui se sont livrés à l'exercice avec beaucoup de franchise, beaucoup de générosité dans leurs propos, beaucoup de sincérité, et qui a fait faire en sorte que ces débats ont été d'une très grande richesse.
Je vous remercie beaucoup de votre attention et je crois que je vais passer la parole à Monsieur le Ministerpräsident Armin Laschet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank, lieber Philippe Odo, für diese wirklich tolle Zusammenfassung. Merci beaucoup, cher Philippe Odo, pour ce fantastique résumé et pour votre plaidoyer passionné en faveur d'une coopération européenne et franco-allemande. Et nous avons toujours ressenti tout au long de ce débat cet esprit-là. Merci. Je voudrais maintenant souhaiter très chaleureusement la bienvenue au ministre-président du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Monsieur Laschet, en sa qualité de ministre-président, il nous parle aujourd'hui en sa qualité de plénipotentiaire chargé des affaires culturelles dans le cadre du traité sur la coopération franco-allemande. Et c'est dans cette qualité qu'il travaille essentiellement, qu'il fait avancer l'échange culturel entre la France et l'Allemagne. Je me félicite beaucoup qu'il ait organisé cette conférence. Une conférence qui renoue avec l'article 21 du traité d'Aix-la-Chapelle, car dans cet article, l'intelligence artificielle est citée. C'est l'un des rares contrats existent dans le monde qui cite l'IA, le but étant de procéder à un échange entre les chercheurs et les scientifiques de ce secteur. Nous voulons développer une vision commune de ce secteur d'activité et définir ensemble où nous voulons aller dans cette technologie en Europe et entre la France et l'Allemagne. Donc, je suis très heureux que le ministre-président Armin Laschet prononce maintenant le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Philippe Odo. Je tiens à vous remercier beaucoup de cette coopération dans le cadre de ce projet très important que nous organisons conjointement. Tout au long de cet après-midi, cette conférence a permis de donner des impulsions importantes et cela vaut bien la chandelle d'y revenir et d'en reparler. Nous nous devons de renouer sur ces différents éléments. En effet, cet article du traité d'Aix-la-Chapelle doit avoir des conséquences pratiques, tant dans l'économie que dans le secteur des sciences et de la recherche, mais aussi au niveau éthique. L'intelligence artificielle, c'est un véritable sujet d'avenir. Nous pouvons d'ores et déjà discerner que cette technologie est une technologie de rupture. Cela signifie que celle-ci modifiera et bouleversera tous les secteurs de l'activité de la société. Les règles auxquelles nous étions habitués jusqu'à présent ne fonctionneront plus de la même façon. Et cette intelligence artificielle, en fait, c'est l'apprentissage automatisé basé sur des algorithmes et la reconnaissance automatique d'échantillons, de structures et de formes communes dans un bassin, d'une très grande quantité de données. Et ce, réalisé par des machines, cela a l'air menaçant pour certains, cela suscite des craintes chez certains, mais cela marquera notre vie future. Le ministre fédéral, Peter Altmaier, en a parlé il y a un instant. Il a clairement énoncé que pour lui, les chances et les opportunités prévalent sur les risques. Il était important pour lui de créer un équilibre entre les deux pôles. L'intelligence artificielle peut contribuer à individualiser davantage les produits et les services, à rendre les procédés de fabrication plus efficaces et à rendre plus ciblés et à utiliser de manière plus ciblée les thérapies médicales. Elle peut également servir à rendre la mobilité plus soutenable, plus durable, et elle peut aussi nous permettre d'analyser plus précisément les prévisions. Rien d'étonnant à ce que l'IA marque notre vie quotidienne de plus en plus fortement de son empreinte, que ce soit l'assistant numérique que j'utilise sur mon téléphone intelligent, appelé smartphone, ou encore que je reconnaisse sur des plateformes numériques des recommandations d'achat, ou encore si je peux faire traduire des textes, comme le ministre Altmaier vient de le dire, je peux faire traduire des textes par l'IA, ce qui permet d'ouvrir la communication vers toutes les régions du monde. Mais il y a aussi un dilemme. Prenons l'exemple de la conduite automobile autonome. Il reste une question en suspens. Comment est-ce que nous allons gérer cela d'un point de vue juridique? Si le véhicule autonome doit décider en une fraction de seconde, si elle doit décider sur la santé et la vie ou la mort
des participants à la circulation. Les questions de responsabilité en termes juridiques sont en suspens, n'ont pas été éclaircies. Et si nous voulons y donner des réponses, il faut s'agir de réponses européennes, voire de réponses internationales. Et si nous, en tant qu'Européens, nous voulons fixer les normes, nous devons également être à même, sur le plan technologique, de prendre les devants, d'avancer et de fixer des normes européennes en même temps. La même chose s'applique au prélèvement de données automatiques. Cela ne pourra fonctionner que si nous disposons de règles et de réglementations communes. Et c'est précisément cette approche commune par rapport à l'IA qui doit être fondée sur des valeurs. Avec ce que nous nous proposons de faire dans ce monde numérique, nous sommes en train de secouer un ordre établi. Ce sont notamment des groupes et des entreprises privées états-uniennes, mais aussi des groupes dirigés par l'État chinois qui donnent parfois d'autres impulsions que nous. Ils n'ont pas toujours les mêmes conceptions que nous. Si nous voulons participer au jeu, si nous aussi nous voulons fixer des normes, alors nous devons massifier, regrouper nos compétences et nos aptitudes. Et c'est là justement où se trouve l'idée de force du traité d'Aix-la-Chapelle. Ce n'est guère l'idée que 27 États-nations européens seraient en mesure d'y arriver tout seuls. Non, nous pouvons trouver une nouvelle force en tant qu'Européennes et Européens en travaillant ensemble, en regroupant nos compétences. Et les deux ministres, Monsieur le ministre Bruno Le Maire et Monsieur le ministre Peter Altmaier, l'ont décrit de façon fort impressionnante aujourd'hui. Comme c'est le cas dans beaucoup d'autres phases de l'histoire européenne, la France et l'Allemagne peuvent constituer un moteur pour entraîner les autres, mais toujours en restant ouverts à tous les autres pays qui veulent participer au processus. C'est la raison pour laquelle j'avais dit à un moment que nous aurions besoin d'une CECA numérique, d'une communauté européenne du charbon et de l'acier numérique. Avec la CECA, il s'agissait également de mutualiser la production de charbon et de l'acier entre la France et l'Allemagne. Telle fut la réponse de Konrad Adenauer, de Robert Schuman, de Jean Monnet. Ce fut la réponse donnée en 1951 suite à la Seconde Guerre mondiale. Nous avons relevé ces défis avec succès à l'époque. Nous l'avons relevé ensemble. Cela a débouché sur la création du grand marché commun européen. Et maintenant, nous nous situons dans une nouvelle phase au XXIe siècle où la matière première de notre ère, ce sont les données. L'intelligence artificielle qui, à l'aide des données, crée de nouvelles possibilités. C'est la raison pour laquelle nous devons promouvoir le développement de l'intelligence artificielle, une IA qui serve les êtres humains. Par contre, nous devons réglementer et réguler là où les effets pervers de cette technologie, les effets néfastes sont visibles. Nous devons également avoir une recherche intense pour mieux séparer le grain de l'ivraie. C'est sur la base des connaissances scientifiques que nous devons travailler. De plus, dans les écoles, les lycées, dans les universités, dans la formation continue, nous devrons investir. Nous savons que Philippe Odo s'engage beaucoup dans ce secteur, notamment aussi dans la formation professionnelle. C'est dans ces domaines-là où nous devons créer davantage de points communs, de convergence entre la France et l'Allemagne et entre Européens. Par ailleurs, nous devons entraîner le grand public. Nos concitoyennes et concitoyens doivent être informés et sensibilisés aux chances, aux opportunités qui sont associées à l'IA. Ceci constitue également un effort commun, communautaire. Les questions éthiques, sociétales que l'IA suscite signifient, par exemple, que les discours de haine, que la démagogie répandue sur les plateformes de communication doivent bénéficier de moins en moins de place et disparaître. Dans ma déclaration gouvernementale de 2017, j'avais déjà dit que dans le land de Rhénanie-Nord-Westphalie, nous aurions besoin de mettre sur pied un centre de recherche qui se penche justement sur ces questions éthiques. Nous avons un grand nombre d'instituts technologiques qui coopèrent d'ores et déjà de façon transfrontalière. En revanche,
Nous avons très peu de centres de recherche sur l'éthique des données. C'est le Center for Advanced Internet Studies, le centre sur les études avancées sur Internet, situé à Bochum, devra être élargi. Nous voulons le convertir en un institut du Land de Rhénanie-Nord-Westphalie pour la recherche numérique. Aujourd'hui, d'ailleurs, la deuxième lecture sur le budget a eu lieu. La troisième lecture aura lieu en décembre. Et à partir de 2021, les ressources financières pourront être allouées afin de traiter ce domaine ensemble. En Allemagne, nous faisons surtout face à la question de savoir comment nous, en tant que pays industrialisé, nous pourrons arriver à exploiter, à utiliser nos forces économiques comme pays industrialisés et de les lier à l'intelligence artificielle. Nous voulons créer un lien entre l'IA, d'une part, et la production manufacturière, d'autre part. Et ceci est d'ailleurs quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde. Vous savez que beaucoup de plateformes sont de plateformes tout court. Cela a débouché sur la création d'une économie des plateformes, comme on dit. Mais nous devrons, en Europe, parvenir à créer un lien entre l'industrie traditionnelle, classique, l'industrie chimique, secteur automobile. Nous devrons créer un lien entre ces secteurs d'activité classiques et l'IA d'autre part. De plus, nous sommes en train d'initier un projet sur la certification de l'IA. Il existe à Saint-Augustin un institut Fraunhofer. Nous avons l'intention d'y créer un label de qualité pour des applications de l'IA qui soient dignes de confiance. Et nous y travaillons dans ce contexte conjointement avec l'Office fédéral pour la sécurité en matière de technologie de l'information. Une application IA qui bénéficie, qui porte ce label de qualité, peut prendre des décisions pertinentes, fonctionne de façon fiable, respecte la vie privée des personnes et reflète simultanément les valeurs de notre société. Et c'est précisément la raison pour laquelle nous avons également dans ce domaine besoin de coopération européenne. Je songe par exemple à la stratégie intelligence artificielle lancée par le gouvernement fédéral. Notre gouvernement allemand travaille d'ores et déjà avec des partenaires européens. Et je voudrais citer un propos du président Macron afin de réaliser une plus grande souveraineté européenne dans ce secteur. Telle est la question clé pour l'avenir de l'Europe. Je l'ai cité en substance. Alors, le projet que le ministre Altmaier vient de citer, appelé Gaia-X, constitue la prochaine génération d'une infrastructure de données pour l'Europe. Infrastructure de données nouvelle génération, fondée sur des valeurs éthiques européennes. Et cette plateforme a un grand atout. Elle n'a pas besoin d'avoir recours à des infrastructures de données extérieures à l'Europe. Et malgré cela, cette infrastructure de données réussit à fédérer davantage les Européens. Nous avons d'ores et déjà cité le traité d'Aix-la-Chapelle. Des projets liés à ce traité ont déjà été mis sur les rails. La mise en réseau des centres de compétences allemands avec les instituts IA français. Il y a un plus grand échange entre personnel de scientifiques et de chercheurs. Les coopérations en matière de recherche entre la France et l'Allemagne ont été intensifiées aussi. De plus, nous devons renforcer notre coopération dans le secteur éducatif et de la formation. Je veux que nos élèves, dès le plus jeune âge et aussi dans la formation professionnelle, apprennent le plus tôt possible à gérer l'intelligence artificielle, à travailler avec l'IA. Et quelle que soit leur filière d'études, nos étudiantes et nos étudiants devront également entrer en contact avec l'intelligence artificielle, car l'IA englobera tous les domaines des connaissances. Même un étudiant en droit devra nécessairement se pencher sur l'IA. Personnellement, je pourrais imaginer que nous organiserons des journées de projets franco-allemandes lors desquelles de jeunes Français, de jeunes Allemands travaillent ensemble sur l'intelligence artificielle. L'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, ou encore l'Agence pour les échanges dans l'enseignement et la formation professionnelle, intitulée ProTandem, peuvent jouer un rôle clé en la matière. En tant que plénipotentiaire des échanges culturels franco-allemands, je me suis proposé d'en faire éventuellement un centre de gravité de mon action dans les années à venir. Je suis très heureux que vous ayez participé toutes et tous à cette conférence en ligne. J'estime que la transformation numérique devra être fondée sur nos idées, nos conceptions, sur
sur nos valeurs, mais elle a besoin d'un nouvel élan. La coopération franco-allemande peut y apporter une contribution importante. Notre conférence organisée aujourd'hui a dû ouvrir le banc, être un début. J'espère que nous allons poursuivre ces débats et j'espère que nous pourrons d'ores et déjà récolter les premiers fruits de ces efforts dès 2021. Merci beaucoup, Armin Laschet. Vous avez fait un tour d'horizon de l'ensemble des dimensions, des aspects dont nous avons discuté aujourd'hui. Et c'est surtout cet élan dont vous venez de parler que nous avons perçu aujourd'hui. Sans cet élan, nous n'aurions pas pu organiser cette conférence avec ces grandes personnalités de premier plan qui ont participé à la conférence aujourd'hui. Avant de prononcer le mot de la fin, je voudrais peut-être signaler que plus de 500 personnes ont participé à cette conférence en ligne. Cela témoigne du fait que malgré les effets négatifs de la crise sanitaire, ce type de conférence peut avoir quelque chose de positif car nous n'aurions pas pu abriter 500 personnes dans nos locaux. Donc, ce format de conférence a permis une plus grande participation. Je tiens naturellement à remercier cordialement la représentation du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie auprès de la Fédération pour avoir mis à notre disposition les locaux. Je tiens à remercier aussi M. Odo et son équipe de BHF. Je tiens à les remercier des ressources allouées à cette conférence. Je remercie la société Garlands et Batterman pour notre collaboration ici sur place. En guise de conclusion, je voudrais peut-être me limiter à dire la chose suivante. Je pense que nous sommes rendus compte que pour atteindre une souveraineté numérique, pour réaliser une souveraineté européenne dans le secteur de l'IA, nous devrons faire beaucoup plus. C'est important sur le plan économique pour créer de la valeur pour l'avenir, mais c'est également important afin de pouvoir vraiment vivre et appliquer les valeurs européennes dans l'avenir. Mais c'est aussi important et censé pour mener ce combat, cette guerre autour des talents, pour allécher les talents, pour les attirer. Je pense que l'un des messages les plus importants, c'est que nous devons défendre et présenter nos intérêts avec plus d'assurance. Nous devons les défendre avec plus d'assurance. Comme ça, nous serons sur un pied d'égalité avec d'autres grandes économies. Je pense que c'est un aspect important. C'est un domaine, un secteur qui est si technologique, cela requiert encore davantage que nous entraînions les personnes, que nous obtenions leur adhésion à cette technologie. Nous ne devons pas dissimuler les risques, mais nous devons toujours leur montrer aussi les opportunités de cette technologie de l'IA. Peut-être un dernier mot. Je pense qu'il est clairement apparu que la collaboration franco-allemande a une fois de plus été la force motrice, le véritable moteur au sein de l'Union européenne. Dans un premier temps, je tiens à dire que c'est une grande responsabilité qui nous incombe également. Compte tenu de ce dont nous avons discuté aujourd'hui, je suis très confiant dans le fait que nous serons à la hauteur de cette responsabilité que nous portons. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir participé à la conférence et je suis très heureux que nous continuions à traiter ce sujet dans les mois à venir. Merci beaucoup.